Dans cette vidéo du mois de décembre, nous n'allons pas parler du fait que je libère des truites dans mon étang pour avoir des poissons à pêcher au fond du jardin avant les fortes chaleurs de cet été. En gros, on va pêcher du poisson au fond du jardin au printemps. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, en fait presque 6 ans après la première série de vidéos Que faire au jardin mois par mois. Je recommence une nouvelle série. Une série de vidéos Que faire au jardin mois par mois, c'est vraiment pas original, ça tout le monde le fait. Ouais, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ça commence en décembre, et ça c'est vraiment hyper original. Je ne vais pas vous parler des nombreuses choses qu'il est possible de récolter au mois de décembre au jardin. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes précédentes vidéos ou même dans mes bouquins, tout est écrit, tout est noté. À moins vraiment qu'il y ait une plante originale dont je ne vous ai jamais parlé. Hop, alors, autre plante intéressante à cultiver et à récolter en ce moment au mois de décembre, c'est la glycine tubéreuse. Donc là, la partie aérienne est morte, c'est une plante vivace qui repousse chaque année. Et sous terre, on va trouver tout un tas de tubercules intéressants à manger. Et voilà, il n'y a rien à faire que récolter chaque année en hiver. Ah, voilà. Ça se présente comme ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble à ça. Et c'est souvent attaché, voilà. Il n'y a rien. C'est souvent attaché comme des guirlandes de boules de Noël. Voilà à quoi ressemble la glycine tubéreuse en été. Joli feuillage, jolie liane avec de jolies fleurs. Dans le tas, il y en a des toutes petites là comme ça. Celles-là, je vais les replanter ailleurs pour que ça repousse. C'est une plante vivace très intéressante. Et de toute façon, on est un peu obligé de les récolter parce que sinon, si on ne récolte pas, hop, je vais vous montrer le seau. Si on ne les récolte pas, notamment ici dans la serre, ça a tendance à prendre, à gagner de la place chaque année. Donc il faut absolument récolter pour ne pas se laisser envahir. Donc ça c'est cool, moi je trouve les plantes que l'on doit récolter obligatoirement. Ça fait de la nourriture en abondance, sans travail. J'ai aucun travail à faire sur ces plantes-là. Elles grimpent toutes seules, elles sont très jolies, mais puis il faut juste récolter et c'est très très bon. Et puis voilà, et puis les toutes petites, comme je disais, ce qui est trop petit pour être épluché et mangé, je vais le planter ailleurs et ça m'en fera d'autres. Allez, puis de toute façon, quand on récolte jamais tout, même si je voulais récolter toute la zone, ce que je vais essayer de faire dans l'hiver, récolter toute la zone, je vais en laisser plein en terre et du coup ça repoussera au printemps prochain. Donc la première activité que je vous propose de faire pour ce mois de décembre, c'est de la fabrication d'un petit châssis en verre, une petite serre en fait pour pouvoir faire les semis. Et également en fait j'ai un projet parmi les plein de projets que j'ai sur cette chaîne, j'ai un projet de réalisation d'un potager sur 20 mètres carrés. Tout petit potager pour montrer qu'on peut produire plein de choses différentes et beaucoup sur une petite surface parce que tout le monde n'a pas accès à des grands terrains comme moi j'ai la chance d'avoir dans le Limousin. Donc je fais dans mon potager un petit potager de 25 mètres carrés et on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut réussir à produire sur ces 25 mètres carrés. Et donc j'ai besoin également de produire des plants sur ces 25 mètres carrés. C'est pour ça que je réalise un châssis à cet endroit-là. Le futur petit potager de 20-25 mètres carrés se trouve ici derrière les clôtures en bois. Vu du ciel, on voit qu'il est intégré dans mon reste de potager dans une petite parcelle, comme je disais, d'une vingtaine de mètres carrés. Enfin bref, du coup pour faire ça, je vous en parlerai plus tard, je vais commencer par débarrasser un petit peu tout ce bazar et installer un petit châssis pour faire des semis et autres cultures. Allez, c'est parti! Alors là c'est peut-être intéressant, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais vous faire un gros plan, il y a une hoothèque. Une hoothèque, n'importe quoi, c'est quoi ce mot qui n'existe pas? Une hoothèque, que l'on peut traduire étymologiquement par boîte à œufs, est une coque recouvrant un ensemble d'œufs de certains insectes. En général au jardin, il s'agit de menthes religieuses. En effet, les jolies menthes religieuses de nos jardins, qui sont d'ailleurs des animaux très utiles car de très bons prédateurs d'autres insectes, les femelles vont pondre en fin d'été, début d'automne,
environ 200 à 300 œufs qu'elles protégeront dans ces cocons, dans ces zoothèques. Ensuite, au printemps, naîtront de ces zoothèques, sortiront de ces zoothèques des petites mantes religieuses qui pourront accomplir à leur tour leur vie. La menthe religieuse tient son nom de son côté un peu, on a l'impression qu'elle fait des prières. Menthe en grec, ça voulait dire la prophétesse, la divineresse, et religieuse, elle a l'air de prier comme une religieuse. Un autre aspect très connu de la menthe religieuse, c'est que parfois la femelle mange les mâles qui viennent s'accoupler avec elle. Ce n'est pas systématique. Et d'ailleurs, savez-vous que les mâles menthe religieuse peuvent continuer à s'accoupler même lorsqu'ils ont perdu la tête, qu'ils se sont fait dévorer la tête par la femelle, car ils ont un système automatique, on va dire, qui permet de continuer l'accouplement même sans la tête. Bon, c'est bon, tu vas pas nous faire la menthe religieuse de A à Z, on est là pour savoir quoi faire au jardin au mois de décembre. Du coup, ça vaut le coup d'y faire attention et de les mettre à des endroits protégés pour que les menthes religieuses puissent réapparaître au printemps prochain. Bon, ici, j'ai encore pas mal de courges de siam à récupérer. J'avais fait une vidéo comment j'ai produit 140 kg de courges sur 7 mètres carrés avec les courges de siam. Et si je fais cette petite pause, c'est juste pour vous dire que les courges de siam, c'est ce que cultivait Jean de Florette pour nourrir ses lapins dans les récits de Marcel Pagnol. Et du coup, effectivement, ça produit tellement qu'on peut nourrir beaucoup d'animaux avec peu d'espace de culture dédié à ça. Allez, je continue. Encore des courges de siam. Et ici, j'avais juste balancé 2 pieds de courge vraiment à l'arrache. Et ça produit quand même. Bon, c'est bien beau toutes ces histoires, mais il est temps de passer à la construction de notre châssis multifonction. Ah oui, en plantant la structure, je me rends compte qu'il y a une mini courge. Alors c'est vrai que d'habitude, je vous parle plutôt des grosses courges que je récolte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt tendance à vous parler des belles récoltes plutôt que des récoltes ridicules, mais il y a parfois des courges minuscules. Donc bref, je vous montre comment je fais mon châssis. Je ne vais pas vous faire une démonstration détaillée. En gros, vous voyez l'idée, du bois, des vitres et des trucs qui s'emboîtent et qui se lissent. Rien de bien compliqué. Et puis comme je ne suis pas le pro de la bricole, je ne vais pas vous détailler tellement la construction précisément. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que ce châssis est multifonction dans le sens où c'est pas franchement un châssis, c'est carrément plutôt une tonnelle. Le but est de faire grimper en été des haricots, des tomates, des courges, j'en sais rien, des concombres. Donc faire un châssis qui servira pour les semis et qui après pourra accueillir des cultures grimpantes. Vu que je vais cultiver dans un petit espace, il est important que chaque chose ait plusieurs utilités. La deuxième activité que je vous propose pour ce mois de décembre, c'est de faire des zones de culture, préparer des zones de culture où moi personnellement je vais modifier des zones de culture. Par exemple, dans la partie potagère de ma serre, il y avait 4 zones de culture. On en voit 2 surélevées au milieu et 2 plus étroites sur les côtés. C'était très intéressant dans le sens où c'était vraiment très productif. Je vous avais parlé dans la vidéo potager de A à Z, petit bilan. Plus de 300 kg de tomates sur 40 mètres carrés, sans parler des autres cultures associées comme les haricots, les concombres et les laitues. Mais le problème, c'était la circulation. Les 3 petites allées étaient très étroites et du coup, pour circuler, ce n'était pas forcément évident. Du coup, je transforme ça pour qu'il n'y ait plus que 2 allées, mais plus larges. Ainsi, la circulation sera plus simple. Là, le problème, c'était pas un problème de production, c'était un problème de circulation. Surtout que moi j'ai tendance à pas vraiment tailler mes tomates par exemple et du coup ça prend beaucoup de place. Donc pour ce faire, je profite de la période la plus calme au jardin. On va dire que décembre, janvier, ça fait partie des moments les plus calmes au jardin pour modifier mes zones de culture. Là, ce que je sors de terre, c'est des poireaux perpétuels. Des poireaux en fait, qui repoussent chaque année. Là, je sors également de terre des choux perpétuels que je vais pareil déplacer, que je vais replanter ailleurs car dans ces zones potagères, je vais cultiver que des plantes annuelles. Sachant que l'autre moitié de la serre est plutôt comme une espèce de jungle comestible où il y a de la vigne, des bananiers, des agrumes, tout un tas de végétaux comestibles, les glycines tubéreuses de tout à l'heure. Mais les 40 premiers mètres carrés de la serre, je veux que ça soit juste des plantes annuelles. Alors pour la zone du milieu, j'ai mis du bois neuf, on va dire des restes de bois qui me restaient donc de construction que j'ai fait dans la maison. Mais sur les zones de culture du côté, je réutilise le vieux bois que j'ai sorti tout à l'heure car ce bois est hyper intéressant car il est plein de vie, de champignons, de micro-organismes, de petits insectes, d'arthropodes divers et variés.
À travers cette vidéo, vous pouvez peut-être vous rendre compte que la terre de la serre est extrêmement noire et fertile. Ça fait 3 ans, 4 ans que je ramène de la matière organique et du coup, grâce à ça, j'ai pu créer des terres fertiles. En nettoyant, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 petits bidules de menthe religieuse. C'est pas des bidules, c'est des zootech. Donc je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous démarrez un potager sur une zone vierge, on va dire une prairie comme moi, ce qu'il est important de faire, c'est de ramener pas mal de matière organique nutritive, que ce soit de la tonte, que ce soit du compost, que ce soit du crottin, du fumier, quelque chose de nutritif, et ramener de la matière carbonée pour créer de l'humus, pour créer de la matière qui sera également nutritive et qui permettra d'améliorer le sol pour nourrir la vie du sol. Donc c'est le moment, c'est un des bons moments. En fait, moi j'aime bien imiter ce qui se passe dans la nature. Là, dans la nature, les arbres perdent leurs feuilles ou ont perdu leurs feuilles. Enfin, c'est la chute des feuilles des arbres. Ça recouvre le sol, c'est ce qui se passe naturellement. Donc moi, comme j'aime bien m'inspirer de ce que fait la nature, je ramène de la matière organique sur le sol comme le fait la nature dans une forêt. Alors là, vous voyez justement, je suis installé sur du ce qui va me servir de mulch. Donc là, j'ai des vieilles boules de foin qui ne sont plus utilisables pour les animaux. Enfin, elles sont plus utilisables. Non, oui, elles sont trop vieilles et en plus elles ont pris la flotte, donc elles sont plus utilisables pour les animaux. Donc elles vont me servir au potager. Et devant moi, ce que j'ai, c'est un nouveau paillage que j'expérimente cette année. Oui, c'est de la paille de sarrasin. Donc c'est une paille qui est issue d'un déchet un reste de culture. En fait, le but premier des parcelles, c'est de produire du sarrasin. Et à la fin de cette culture, il restait beaucoup de paille. Et cette paille ne nourrit pas les animaux, c'est pas une bonne paille pour les constructions. Elle pourrait être laissée sur le sol, mais ça pose d'autres problèmes pour la mécanisation. Bref, du coup, moi j'arrive à récupérer cette paille de sarrasin bio et que je vais expérimenter ça cette année. Donc je vais faire beaucoup de paillage à base de sarrasin cette année. Mon potager dans le Limousin, ayant plus de 4 ans, je ne suis plus obligé d'apporter systématiquement de la tonte ou du fumier, du crottin. Je peux me contenter de mettre du paillage ou du foin. Ça suffira largement, la vie présente dans le sol sera suffisamment active pour se nourrir de ces matériaux-là. Et du coup, le sol se fertilisera grâce à la vie du sol. De la même manière, je vais pailler l'intégralité de mon potager de 20 à 25 mètres carrés, mon mini potager. Alors lui, c'est la même chose, il est déjà en fonction depuis 3 ans. Il a servi à cultiver des pommes de terre, des courges, des haricots, donc il a déjà eu des apports de fumier. Maintenant, cette année, je me contente juste de mettre un bon paillage de sarrasin, ça suffira largement. Je paille l'intégralité de la zone, je ne garde pas d'allées spécialement. Je verrai au printemps les allées, je les dessinerai au printemps. Pour l'instant, je paille l'ensemble de ce mini potager. Si vous démarrez un potager et que c'est la première année, je vous conseille de ramener peut-être du compost, peut-être du fumier, peut-être de la matière un peu plus rapidement assimilable. Si vous n'en avez pas, de la tonte ou des matières vertes, comme des feuilles vertes, comme des composts de cuisine, etc. Une autre chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le paillage. J'ai fait tout un tas de paillages, j'ai fait des vidéos qui vous expliquent un peu la différence entre la paille, entre le foin, entre plein de matériaux différents. Et là, une chose que j'avais expérimenté il y a 3 ans et je ne vous avais pas donné forcément de retour, c'est le paillage avec de la laine de mouton. Donc le paillage avec de la laine de mouton, je trouve que c'est un super paillage. Quand on le met sur le sol, ça empêche beaucoup de végétation spontanée de pousser, donc ça limite carrément la croissance des herbes spontanées, ça les calme vraiment fortement. C'est un très bon isolant, ça garde l'humidité, donc je trouve que c'est un paillage vraiment intéressant. Et du coup, il disparaît totalement au bout de 3 ans. Là, dans mon jardin, je ne peux plus trouver de laine, elle a complètement disparu. Déjà au bout de 2 ans, on voyait que des petits bouts, mais très rarement. Et voilà, en gros, on peut l'utiliser pendant 1 an, ça va rester bien fixe, bien efficace pour bloquer la croissance des herbes et isoler le sol. Au bout de 2 ans, ça commence à se dégrader, ça commence à nourrir la vie du sol, en fait les bactéries, ça apporte pas mal de phosphore au sol. Et au bout de 3 ans, ça a totalement disparu. Donc je trouve que c'est un paillage qui est vraiment intéressant. Moi personnellement, je n'ai pas la ressource suffisante pour que ce soit mon paillage principal. Mais si vous êtes à côté d'endroits où il y a des élevages de brebis, il y a de la tonte, de moutons, n'hésitez pas à l'utiliser au potager. J'ai trouvé ça vraiment efficace comme paillage. Du coup, si vous jardinez au mois de décembre au jardin, vous avez probablement, ça dépend où vous habitez, mais remarquez qu'il y a le rouge-gorge qui s'approche de plus en plus, qui vient, dès qu'on farfouille un petit peu la terre, le rouge-gorge souvent s'approche et vient voir un petit peu s'il n'a pas quelque chose à récupérer à manger.
Le rouge-gorge fait partie des animaux avec une migration variable, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment simple de la définir. Mais en gros, on peut dire qu'une bonne partie des rouges-gorges qui se reproduisent en été en France vont migrer un peu plus vers le sud. Ils peuvent faire jusqu'à 90 km par jour, mais pas tous en fait. Si le climat et la nourriture le permettent, certains ne migreront pas. Un autre phénomène est que les rouges-gorges de Scandinavie, des pays nordiques, eux, débarquent systématiquement. Et du coup, ça impose de grands combats car le rouge-gorge est un oiseau très agressif pour sa petite taille. C'est vraiment un oiseau très bagarreur, surtout les mâles entre eux. Et du coup, il y a de grands combats avec les rouges-gorges scandinaves, un peu comme des rouges-gorges vikings qui débarqueraient chaque hiver en France et ça serait de la grosse baston. C'est pourquoi en hiver, on voit un peu plus de rouges-gorges car il y a une quantité de rouges-gorges nordiques qui débarquent en France. Mais il y a des rouges-gorges à l'année sur notre territoire. Alors les images de rouge-gorge que j'ai utilisées pour cette vidéo sont, je les ai prises à une autre chaîne qui existe, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Instant Biodive. Instant Biodive, c'est une chaîne qui fait tout un tas de vidéos sur la biodiversité au pas de sa porte. Donc je vous invite vraiment à aller voir le travail que vous pouvez trouver donc sur la chaîne Instant Biodive. C'est bien de faire de la publicité pour des petites chaînes. Je ne sais pas si j'ai envie de classer ces chaînes petites chaînes ou grandes chaînes. Je ne sais pas si c'est le nombre d'abonnés qui fait la grandeur d'une chaîne ou si c'est plutôt l'intérêt qu'elle nous apporte, les connaissances qu'elle nous apporte. Donc j'aime pas trop juger la taille des chaînes par rapport au nombre d'abonnés. Peut-être qu'on pourrait juger par rapport au nombre de vidéos, par rapport à l'intérêt public, par rapport à d'autres critères que la quantité de vues ou d'abonnés. Donc voilà, moi je vais essayer dans ces vidéos de temps en temps faire mettre la lumière sur des chaînes qui proposent du contenu qui me semble grand quoi. Bon mais du coup si cette vidéo extrêmement originale de proposer des activités à faire mois par mois au jardin vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie que je continue parce que peut-être je viens d'avoir une idée, peut-être ça serait malin d'en faire une tous les mois. Donc je vais réfléchir à ça. Un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne par le financement participatif. C'est encourageant, enthousiasmant, c'est vraiment très cool. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, ciao ciao. Hop.